يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Louange à Allah. Nous le louons et nous lui demandons pardon. Et nous cherchons refuge auprès d'Allah contre nous-mêmes et contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, il ne sera point perdu. Et celui qu'Allah égare, il ne sera point guidé. Et je témoigne que le seul qui mérite l'adoration est Allah et que Mohammed est son serviteur et son messager. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Ô vous les hommes, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et a créé de celui-ci son épouse et qui de ces deux-là a fait répandre beaucoup d'hommes et de femmes. Craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns des autres et craignez de rompre les liens du sang. Certes, Allah vous observe parfaitement. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et parlez avec droiture, afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. La plus véridique des paroles est celle d'Allah, et la meilleure des voies est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La plus mauvaise des choses est la nouveauté, et toute nouveauté est innovation. Et toute innovation est égarement, et tout égarement est au feu, qu'Allah nous en préserve. Bienvenue, je suis Mariama Oustur, et tu écoutes l'épisode 10 de notre série spéciale Ramadan, d'oser éduquer. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une interview Elle Ose. Je suis en compagnie de Ralia, du compte Arlas Les Clichés, et les coordinatrices de projet et épouse. Durant ce mois de Ramadan, on vous propose un podcast par jour, avec des femmes qui ne cessent d'oser contribuer au changement de ce monde. Si tu découvres le podcast, je suis Mariama Oustur, une femme engagée qui contribue à aider les mamans à oser faire des choix de vie conscients, respectueux et sains. Étant maman de 3 filles âgées de 13, 11 et 8 ans, il est dans mon devoir d'oser construire un monde meilleur pour elles et la nouvelle génération. Formatrice depuis plus de 13 ans auprès des jeunes musulmanes, expatriée en Turquie, c'est en ligne que je continue mon travail terrain. J'espère que ce podcast t'inspirera le courage d'oser éduquer selon tes valeurs. La volonté de construire une stratégie efficace te permettant de surmonter les challenges éducatifs à notre époque. Et bien sûr, il te poussera à passer à l'action. Alors mets une pause dans ton quotidien. Installe-toi confortablement, sois prête à recevoir ta dose d'inspiration pour que toi aussi tu oses. Si tu veux partager ce podcast à tes amis, tu peux partager ma chaîne YouTube Mariama Oustur si tu écoutes ce podcast sur YouTube. Ou tu peux laisser un avis réfléchi sur Spotify si tu m'écoutes sur Spotify. Cela étant dit, je te souhaite une très bonne écoute. Que la paix soit sur toi, Ralia. Bienvenue chez Oser éduquer. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam, merci beaucoup pour l'invitation. Salam alaikum Ralia. Du coup, notre première question par rapport à ce podcast, c'est de poser la question sur quelles sont les origines de ton prénom et qu'est-ce que cela signifie? Alors, les origines de mon prénom, alors je m'appelle Rania et en fait, j'ai découvert assez récemment que, en fait, je savais que le prénom Rania en français, il s'écrit avec un R, mais en arabe, il peut s'écrire avec un Ra ou avec un Ra. C'est deux lettres différentes, pardon, qu'on ne différencie pas dans la translittération en français. Et du coup, en fonction des deux écritures en arabe, il y a deux significations différentes. Et en fait, moi, depuis toujours, je pensais que mon prénom, il voulait dire la richesse. Sauf que ça, c'est le Rania avec un Ra. Mais moi, quand je l'écris en arabe, pardon, je l'écris avec un Ra. Et avec un Ra, ça veut dire mélodieuse. Et j'ai trouvé ça très mignon. Voilà, je sais pas trop quoi en tirer, mais en tout cas, c'est ce que signifie mon prénom. Après, il y a une signification peut-être plus personnelle aussi. Enfin, l'histoire de mon prénom, moi, c'est que c'est mon grand-père qui a voulu me donner ce prénom parce que mon grand-père, immigré tunisien, avant de venir en France, a fait un passage par l'Algérie où il a travaillé en tant que plein de choses, mais il donnait aussi des cours de Coran à une petite fille qui s'appelait Rania et qui l'a marqué. Et du coup, bah, quand je suis née, il a proposé à ma mère ce prénom et voilà, l'histoire de mon Machallah. Du coup, Rania, est-ce que tu peux nous présenter à celles qui nous écoutent, parce que, machallah, par rapport au podcast Ramadan, beaucoup de sœurs, on avait mis un hashtag de taguer les filles que vous voulez voir au sein de notre podcast, et machallah, j'aimerais en savoir plus sur toi, qui tu es, Inch'Allah.
En savoir un peu plus sur moi ou un peu plus sur ma page, du coup? Non, j'aimerais bien, c'est juste que tu puisses te présenter, qui tu es. Ok, Voilà. d'accord. Bah, du coup, moi, je m'appelle Rania, j'ai 25 ans et j'ai lancé ma page Khlas les clichés il y a bientôt un an. C'était juste après le Ramadan de l'an dernier. Dans la vie, je suis, bah, du coup, comme tu l'as dit, coordinatrice de projet dans une association. J'ai toujours voulu, enfin pas toujours voulu, mais dernièrement, j'ai choisi de travailler en association pour trouver un sens à mon travail et être, comment dire, convaincue que ce que je fais tous les jours, ça apporte du bien et ça aide certaines personnes qui sont dans le besoin. Voilà, et sur mon temps libre, en fait, en ce moment, je passe vraiment beaucoup de temps à travailler sur mon compte parce que, en fait, je me rends compte qu'il répond à un réel besoin, qui est un besoin de représentation des femmes musulmanes, un besoin aussi d'avoir un endroit bienveillant dans lequel les femmes musulmanes en France peuvent s'exprimer et aussi un endroit où on peut les inviter en fait à participer aux débats qui les concernent parce que c'est en fait assez rare que les femmes musulmanes malheureusement en France en fait les femmes musulmanes en France elles sont on est le sujet de beaucoup de débats le sujet de enfin de beaucoup d'émissions, de beaucoup de papiers couchés sur des articles, mais on nous entend rarement. Et c'est aussi l'ambition de mon compte, en fait, de donner la parole aux premières concernées, en même temps qu'on essaye de les inspirer en leur partageant une autre vision des femmes musulmanes qui s'oppose aux clichés qu'on essaye de nous incomber. Machallah, comme je te disais en off, avant qu'on commence le podcast, ton compte il me touche particulièrement parce que justement, j'avais une association qui s'appelait Les Femmes de Demain et qui justement, autour des adolescentes, leur montrait d'autres modèles et en fait, osait leur présenter le véritable visage de la femme musulmane et de l'impact qu'elle a dans la société, dans son foyer, etc. Et du coup, j'aime particulièrement ton compte, machallah, parce que c'est vrai qu'il y a un réel besoin surtout d'inspirer nos filles. Justement, comme tu as dit, ils sont attaqués de partout. On brave leur droit de s'exprimer, leur droit d'étudier, leur droit de travailler, le droit de se vêtir. On arrive à un point où on va décider de comment elles doivent s'habiller, tellement Ouais, oui. c'est Non, mais grave. clairement. Et on arrive aujourd'hui à une persécution psychologique qui vient que beaucoup de jeunes filles, bah, justement, se perdent et se disent, mais quelle est mon identité? Comment construire mon identité justement dans un pays occidental dans lequel bah, elles sont françaises et on est françaises en fait. On n'a pas à se cacher de ça, tu vois. Et on a l'impression qu'on est rejeté de la société parce que justement on affirme de plein droit en fait notre droit et notre choix de s'habiller comme on veut, de faire des études et de justement faire un métier qui nous donne sens en fait, tu vois. Du coup, franchement, bravo pour ça. Merci, mais oui, mais en fait, je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire parce que tu mets vraiment le doigt sur le cœur du problème, c'est que déjà, nous, ce qu'on aime faire, c'est parler des femmes musulmanes au pluriel parce que justement, on entend beaucoup la femme musulmane, mais en fait, les femmes musulmanes, elles se ressemblent pas toutes. En fait, on partage notre foi, on fait partie d'une même communauté et on est sœurs de religion, mais après, tout le monde a sa personnalité, tout le monde a ses hobbies, tout le monde à ses défauts, ses qualités. Enfin, en fait, ce qui est dingue, c'est que lutter contre les clichés, c'est aussi lutter contre l'essentialisation. L'essentialisation, c'est se dire la femme musulmane, elle est comme ça. Et en fait, ça vient de personnes qui sont hors de la religion, enfin des personnes donc islamophobes par exemple, qui vont dire la femme musulmane, et ben c'est très drôle d'ailleurs parce qu'il y a deux clichés qui s'opposent clairement. T'as la femme musulmane qui est soumise, oh la pauvre, il va falloir aller la sauver, ou la femme musulmane qui est une islamiste, elle porte son foulard parce qu'elle veut tous nous conquérir, mais en fait non. Enfin, je veux dire, toutes les femmes musulmanes, heureusement d'ailleurs, enfin je veux dire, on reste des êtres humains. Et ce que je dis, c'est logique. Et en même temps, on l'entend très peu. On dirait que c'est une idée révolutionnaire, alors que on est juste des êtres humains qui, surtout quand tu es une femme musulmane visible, donc qui porte un foulard, on est juste des êtres humains qui avons décidé de
couvrir notre tête d'une certaine façon, de nous habiller d'une certaine façon, mais au final, en soi, on n'est pas... Enfin, en fait, notre choix de religion ne réduit pas nos capacités, notre... enfin, nos possibilités, nos intérêts et puis nos différences en fait les unes des autres. Et c'est aussi ce qu'on essaye de montrer, c'est qu'on a des exemples de femmes musulmanes qui sont toutes très pieuses. Bah, en fait, ça relève presque du domaine du privé, mais qui, dans leur vie publique, bah, je sais pas, vont être médecins, vont être journalistes, vont être artistes, vont être mais en fait, vont être plein de choses différentes. Et c'est une idée toute bête, mais en même temps, on l'entend si peu que, ouais, bah, toutes les femmes musulmanes ne se ressemblent pas, en fait. Et c'est super important, comme tu le disais, je trouve, surtout pour les jeunes, d'avoir des exemples de modèles de réussite qui leur ressemblent. Parce qu'en fait, je trouve que le problème aussi, parfois, c'est que bah, les jeunes filles, surtout, ont assez peu de modèles de femmes musulmanes mais qui ont enfin de femmes musulmanes qui ont accompli des choses et auxquelles elles pourraient se raccrocher parce que bah, comme tu l'as dit on est française, on évolue dans une société occidentale et en fait on a plein de modèles bon en vrai des modèles de femmes même des femmes non musulmanes on n'en parle pas trop mais bon ça c'est un autre débat mais on a plein de modèles de réussite mais qui nous ressemblent pas et du coup on se dit en fait l'idée qui finalement vient derrière inconsciemment c'est je dois choisir entre ma religion et mes aspirations professionnelles, mes compétences, alors que pas du tout en fait. Je peux être en leur montrant que ça a été fait avant nous. On leur montre que bah, tu peux être une musulmane, tu peux être vraiment très savante, et en même temps, si tu ne veux pas en faire ton métier ou en faire toute ta vie, et ben tu peux aussi faire des études et devenir enfin, en fait, c'est tellement complémentaire. Je veux dire, enfin, tout le monde le sait, mais la première sourate qui a été révélée, elle commence par Ikra. Enfin, je veux dire, le savoir, le développement de ses compétences, de ses connaissances, il est au cœur de notre religion. Et c'est et donc c'est évident qu'on a plein de modèles de femmes musulmanes qui ont fait des trucs, qui ont fait des, enfin vraiment qui ont eu des parcours de vie inspirants, machallah. Mais c'est juste qu'on n'en entend pas parler et c'est un peu aussi le combat de ce conte. Et je Voilà. trouve que c'est ça qui est super intéressant avec ton compte, tu vois, parce que comme tu as dit, et je le voyais avec les jeunes filles que j'accompagnais, tu vois, c'est quand je leur présentais des modèles de femmes, bah voilà, un tel elle a réussi, elle a fait ci, elle a fait ça, etc. Elles ne savaient pas en fait, elles n'avaient pas connaissance. Et alors que quand on est jeune, surtout à la puberté, on a besoin de conviction. Et pour avoir cette conviction, bah, on a besoin de savoir. Et tu sais, quand tu discutais en disant, bah, il y a des femmes savantes, mais qui sont médecins, etc. En fait, notre religion, c'est ça qui est la beauté de notre religion, c'est qu'elle est basée sur le savoir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à choisir à ah ben non, je vais être savante et en même temps je vais être médecin. Non, il n'y a pas à choisir parce qu'en fait, quand on est dans cet apprentissage de notre. Bah, en fait, apprendre le Coran par exemple ou apprendre notre jurisprudence, c'est parce que on veut justement connaître les règles qui régissent notre vie ici-bas pour justement réussir dans l'au-delà en fait. Et c'est ça en fait qu'on veut. Et après, on va justement chercher à savoir quelle est ma mission de vie, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala m'a créé, pourquoi il m'a mis ici. Et quand on regarde juste les femmes autour du prophète Mohammed, bah, c'était des femmes qui agissaient et qui étaient qui justement nous inspiraient. Et je pense que oui, il faut remontrer ça parce qu'en fait, il y a une manipulation qui a été faite tout autour de l'image de la femme et qu'aujourd'hui, en fait, même nous, les femmes musulmanes, je vous avoue un petit secret, c'est que moi j'avais une très mauvaise image de la femme voilée quand j'étais adolescente. Pour moi, je me disais, mais elle sourit pas, elle n'est pas joviale, on dirait qu'elle est enfermée, etc. Mais ça, c'était tout simplement les clichés, comme tu dis bien, qui m'ont été introduits dans mon esprit à travers les médias, à travers ce que les gens disaient des femmes musulmanes. C'est qu'au moment où j'ai décidé d'aller chercher l'information que je me suis dit, bah ah non, en fait, c'est pas vrai, on nous ment. Et là, je pense que le compte, pourquoi ton compte il est d'utilité publique, c'est dans le sens que bah, en fait, tu vas apporter de la connaissance, tu vois. Et quand tu apportes de la connaissance, bah, ça permet de changer nos croyances que nous avons vis-à-vis de la femme musulmane et de ces croyances que bah, c'est le non-musulman aussi qui nous a mis ces fausses croyances. Et je pense que c'est à partir de là qu'on pourra vraiment et véritablement changer l'image et la perception que nous avons de la femme musulmane. Bah oui, et puis c'est hyper important, je trouve aussi de savoir que ça a été fait avant nous, parce que
moi, franchement, j'ai découvert tous ces exemples de femmes musulmanes inspirantes assez tard. Enfin, j'étais déjà grande, quoi. J'étais étudiante, enfin dans mes études supérieures, et vraiment, c'est comme si on m'avait ouvert les yeux sur un nouveau monde et sur plein de champs de possibles qui étaient mais inimaginables, parce que comme tu l'as dit, enfin les femmes qui vivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient actives et en fait je sais pas à quel moment de l'histoire, ça pour le coup, je suis pas historienne, mais je sais pas à quel moment est-ce qu'on a arrêté de croire qu'en fait on pouvait être les deux en même temps, tu vois. Je pense que après il y a un lien très clair avec la colonisation historiquement, que bah, le corps des femmes musulmanes, comme t'en parlais avant, a été une obsession coloniale. Ces femmes qui se cachent derrière leur grand voile, qu'est-ce qu'elles cachent, etc. Et en fait, tout ça pour dire que ça joue aujourd'hui dans notre identité de femmes musulmanes en Occident, puisque on nous fait croire qu'en fait, c'est pas, on peut pas être libre en portant un foulard, on peut pas être intelligente en portant un foulard, ou en s'habillant large, ou en étant pratiquante, croyante, etc. Tout se limite pas seulement au foulard, c'est juste le fait d'être musulmane des fois qui pose vraiment problème. Et c'est pour ça que je trouve, enfin je me répète, mais c'est tellement important. Moi, pour moi, je pense que vraiment la représentation euh, joue vraiment un rôle important. Enfin, quand tu vois des personnes qui te ressemblent, quand tu as des modèles qui te ressemblent, notamment quand tu es une petite fille, euh, bah, en fait, d'ailleurs, pendant ce mois de Ramadan, puisque c'est un podcast spécial Ramadan, les femmes aussi devraient être encouragées à pas seulement être dans leur cuisine, parce que le rôle d'une femme, c'est pas juste de s'occuper de son foyer, mais c'est aussi. Enfin, j'entendais une prof en sciences religieuses qui disait ça, qui disait ta priorité, ce n'est pas ton foyer, ton enfant, ton mari, même si c'est bien, et forcément ça fait partie de ton rôle de maman, d'épouse, etc. Mais ta priorité en tant qu'être humain et en tant que servante d'Allah, bah, c'est aussi de toi, de connaître ta religion, de développer ton savoir et de te sentir aussi légitime à posséder ce savoir, en fait. Donc oui, avoir des modèles de réussite, je pense que ça va aussi dans ce sens-là. Tu parlais du fait que d'où ça a commencé, et tu vois, cependant-là, quand je t'ai posé la question par rapport à l'origine de ton prénom, tu vois, tu as parlé de tes origines tunisiennes et que ton grand-père est venu justement en Algérie, qu'après il a découvert une petite fille qui s'appelait Rania, etc., qui lisait le Coran, etc. Cette question, je la pose pas, elle n'est pas anodine. C'est justement nous permettre de revenir dans le passé. Parce que quand on revient dans le passé, on arrive à comprendre le présent et comment on va changer notre futur. Et quand on regarde la période coloniale, Colonial. etc., bah, juste de prendre le temps d'ouvrir les livres et de regarder en fait l'histoire de nos propres grands-parents, arrière-grands-parents, etc., comment ça s'est passé, bah, en fait, on découvre en fait qu'il y a un décalage qui s'est fait à partir du XXe siècle, tu vois. Et à partir de là, on va vraiment prendre conscience que c'est un travail qui a été fait progressivement pour justement nous faire perdre confiance en nous, perdre confiance en notre capacité d'apprentissage, etc. Et jusqu'à amener, parce que la stratégie de la femme pour lui enlever le voile et dire que c'est une liberté, etc., quand elle l'enlève, ça a été une stratégie aussi qui a été mise en place pour justement par des acteurs, par des gens qui ont été payés, etc., pour nous donner cette image qu'en fait, oui, si on enlève le voile, bah, c'est une liberté, en fait. Et du coup, en fait, vraiment, quand vous prenez le temps de regarder votre prénom, de regarder vos origines, prenez le temps de regarder ce qu'ont fait vos anciens. Parce que les anciens nous apprennent vraiment qu'est-ce qu'on doit entreprendre aujourd'hui, Inch'Allah. Et c'est là, en fait, qu'on pourra justement avoir cette force et ce courage de continuer, en fait, le combat. Parce qu'il ne fait que commencer avec la nouvelle génération. Le travail, il est 10 fois encore plus. Tu regardes, je sais pas, quand tu étais jeune, tu n'avais pas ces problèmes-là aujourd'hui. Aujourd'hui, on les regardait tout le temps. Maintenant, même c'est les présidents qui disent faut pas la abaya, faut pas le foulard, faut pas. Du coup, en fait, maintenant, c'est les gens qui gouvernent qui parlent de ça ouvertement, etc. Alors qu'avant, c'était aussi les gens qui gouvernaient, mais ils en parlaient pas publiquement autant qu'aujourd'hui, en fait. Et je Bah pense que oui, c'est dur, en parce fait. qu'à l'époque, ça les dérangeait pas de. En fait, ce qu'on remarque souvent, c'est ce qui les dérange. En fait, c'est quand les musulmanes, elles sont premières de classe, quand les musulmanes, elles commencent à atteindre des postes importants. En vrai, ça les dérangeait pas à l'époque.
que je sais pas, les femmes musulmanes, elles occupent des postes sous-payés et pas qualifiés, qu'elles soient là pour faire le ménage. D'ailleurs, les femmes de ménage, généralement, on leur casse pas trop la tête avec leur foulard parce qu'en fait, personne les voit, personne les croise, donc ils s'en foutent. En fait, là où la tension est vraiment, c'est est-ce que des femmes musulmanes vont être françaises? Est-ce que des femmes musulmanes vont être à des postes décisionnaires? Est-ce que des femmes musulmanes vont être, je sais pas, tête de classe? Et en fait, c'est ça qui dérange. C'est parce que ça rompt avec toute l'idéologie coloniale de les Arabes, les musulmans sont moins bien, sont pas aussi bien que nous, etc., etc. Et en fait, c'est faux. Et ça les dérange. Et c'est pour ça qu'il faut, je pense, tu sais, l'esprit colon, je pense qu'il ne nous voyait pas comme inférieurs, mais il nous voyait pour supérieurs, en fait. Il voyait l'islam comme quelque chose de supérieur qu'il fallait surtout pas lui donner de la place. Et beaucoup d'auteurs, justement de philosophes et de sociologues, nous parlent de cet état où justement les Français avaient peur de l'islam. Et quand justement nos parents sont venus, leur peur c'était mais qu'est-ce qu'ils font là? Parce que nos parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les mosquées. Et justement, ils se sont commencé à s'inquiéter. Mais non, il ne faut pas qu'ils fassent des mosquées. On veut pas qu'ils fassent ça. Du coup, le musulman fait peur par sa supériorité, par son courage, par sa foi. En fait. Et que justement, on a changé ça par le fait qu'ils sont inférieurs, ils sont ceci, ils sont ceci. Alors que généralement, les pays coloniaux, justement, quand ils sont arrivés en Algérie, par exemple, quand ils ont vu les femmes voilées, c'est parce que justement, ils n'avaient pas de pouvoir sur le corps de la femme algérienne. Ils ne pouvaient pas justement accéder à sa sexualité. Et du coup, il était important pour eux de les dévoiler. Et eux, pour eux, c'était non, c'est pas possible qu'une femme décide à qui elle veut montrer son corps. Et je pense que il faut vraiment qu'on prenne conscience que ils ont peur de la femme musulmane. Ils ont peur du musulman. Oui, non, mais oui, certainement. Enfin, vraiment, cette dialectique un peu de oui, on ne voit pas, donc ça nous fait peur. C'est tout. Enfin, en fait, c'est tout aussi le concept de l'orientalisme, tu sais, de ben ok, en Orient, ces femmes qui se cachent derrière leur grande tenue, mais qu'est-ce qu'elles cachent? Du coup, il y a eu tout un courant un courant artistique qui s'amusait en fait à imaginer à quoi ressemblaient les femmes derrière leur grand foulard, leur grand voile, et donc c'est des peintures où on voit des femmes à moitié nues tout le temps, des femmes aux traits orientaux dans des harems, etc., etc. Et cetera. Et ça dévoile vraiment une obsession en fait du corps des femmes musulmanes. Et c'est une obsession très sexiste d'ailleurs, parce que en fait c'est tout le temps le regard d'homme sur le corps de femme. Et aujourd'hui encore, le délire des abayas, enfin, à quel moment est-ce qu'on se pose pas la question du côté pédophile en fait là derrière? Je veux dire, il y a quand même des jeunes de lycée qui ont été obligés de se déshabiller devant leur CPE, devant leurs surveillants. Et quand je te dis se déshabiller, enfin je veux dire retirer leur robe, c'est-à-dire est-ce que vous avez un truc en dessous? Bah ok, enlevez votre robe, et la fille se retrouve en débardeur, leggings, tout moulant qu'elle avait. Enfin, je veux dire, si une fille a envie de s'habiller comme ça, elle en a bien le droit, mais je veux dire là, si elle enfin, t'imagines la violence du truc, quoi. Genre se retrouver en sous-vêtements dans le bureau d'un CPE. On a eu plein de récits comme ça, et c'est d'une violence extrême. Et en fait, on est déshumanisé parce que en soi, est-ce que dans un autre contexte, on accepterait qu'un homme adulte demande à une jeune fille qui est même pas majeure de se déshabiller? Enfin, c'est d'une violence. Et en fait, cette question n'a même pas été posée. Et ça me fait penser au rapport du CCIE sur l'islamophobie. Tu sais, chaque année, le CCIE, qui lutte contre l'islamophobie en Europe, publie un rapport avec toutes les statistiques qu'ils ont réussi à collecter sur l'état de l'islamophobie. Et j'ai plus les données exactes en tête, mais statistiquement, je crois que c'est genre plus de 80%, ou peut-être au moins 75%, donc trois quarts des actes islamophobes qui sont commis envers des femmes. Et donc il faut, je pense, pas oublier que vraiment les femmes musulmanes, encore plus si t'es une femme musulmane racisée, elles sont vraiment au carrefour de plein de discriminations, donc les discriminations sexistes, les discriminations racistes, les discriminations islamophobes, et que ça fait de nos existences des combats entre guillemets où il faut, enfin où c'est d'autant plus important d'avoir des espaces
des espaces de parole safe et bienveillants, des espaces où on va te revaloriser sur ton identité et des espaces où on va te proposer des modèles de femmes qui te ressemblent et qui tiennent tête à ce genre d'hommes, parce que en fait une petite fille musulmane et issue de l'immigration postcoloniale aujourd'hui, enfin son identité, il faut vraiment en fait enfin il faut vraiment lui transmettre des armes parce que toute seule face à autant de haine qui est aujourd'hui banalisée en fait dans l'espace public. Je pense que c'est dur de se faire ses armes toute seule, donc c'est hyper important, je pense, dans une éducation aussi d'aborder ce genre de sujet. Après, je suis pas spécialiste de l'éducation de l'enfant, donc peut-être pas non plus trop lui faire peur, quoi. Mais en tout cas, dans le sens inverse, je pense juste en inspirant et en lui insufflant de la confiance en elle et en lui disant, écoute, enfin, t'es pas moins bien qu'un tel, au contraire, regarde, il y a des femmes avant toi, des femmes musulmanes qui ont fait ceci, cela, et tu peux en être fier. Et moi, il y a une citation que j'aime beaucoup, que j'avais appris, je pense, dans un cours d'histoire, et qui est la suivante, c'est nous sommes des nains sur les épaules de géants. Et en fait, ce que cette citation, elle veut dire, c'est que on a toujours l'impression de voir haut et loin, mais en réalité, il faut pas oublier tout le travail qui a été fait avant nous. Et en fait, les personnes avant nous, donc c'est eux les géants, et donc il faut pas les oublier, je pense. Et c'est pour ça que c'est important de transmettre les histoires des femmes musulmanes qui sont passées avant nous, comme le fait d'ailleurs très bien Jien sur le compte Femme de Savoir, qui je crois tu vas aussi recevoir en podcast. Mais je pense que c'est vraiment un travail infini et absolument nécessaire. Oui, tout à fait. Et justement, j'aurais une question parce que tu disais dans ton compte, tu dis qu'il faut que la femme prenne part au débat. Qu'est-ce que justement tu voudrais dire à nos petites sœurs qui nous écoutent ou aux femmes qui nous écoutent qui veulent justement prendre part au débat? Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Qu'est-ce que tu leur dirais d'entreprendre en fait? Bah, je pense que déjà dans un premier temps, s'informer sur l'actualité, euh, mais s'informer avec un regard critique. Et pour ça, en fait, il faut pas croire tout ce qui est enfin, en tout cas, faut pas croire, enfin, faut pas non plus tomber dans le complotisme, évidemment. Il y a pas de, mais c'est important en fait d'avoir un regard critique, notamment quand on entend parler de nous-mêmes. Quand on entend parler de femmes musulmanes qui sont oh là là les pauvres, tout ça, pour s'inviter au débat, je pense que l'important c'est d'avoir un savoir et donc le premier conseil que je donnerais, bah, c'est de se cultiver, de travailler à l'école, d'être en fait de toujours chercher à en savoir plus et aussi d'être d'avoir des convictions fermes qui vont en fait nous permettre de tenir tête à certaines idéologies qui vraiment enfin qu'on peut contester en deux trois arguments vraiment généralement c'est que du vent, c'est que de la dialectique, c'est que voilà genre des mots racistes, des inventions vraiment hyper farfelues sur ce que sont les musulmans, ce que sont les femmes musulmanes, etc., etc. Et en fait il y a une comment dire, il y a des dynamiques qui sont islamophobes et qui sont aussi sexistes, qui font que la voix des femmes est généralement la voix la moins entendue. De manière générale, une femme, on va lui couper la parole, on va lui essayer de la prendre de haut, de lui expliquer des choses que peut-être elle maîtrise mieux que l'interlocuteur qui peut être un homme. Et tout ça, en fait, c'est des biais sexistes qu'on retrouve de partout dans la société. Et au-dessus de ça, tu as une autre couche islamophobe et raciste qui est que bah, une personne enfin, descendante de l'immigration ou une personne musulmane, on va tout de suite, en fait, parce qu'on va avoir plein de stéréotypes en tête, imaginer que bah voilà, on est au-dessus d'elle, qu'elle a peut-être pas trop fait d'études, qu'elle est peut-être pas trop connaisseuse du sujet qu'elle défend. Et du coup, on va essayer également de la prendre de haut. Et en fait, je pense que pour oser s'inviter au débat, bah, le premier conseil, c'est en fait de savoir de quoi on parle, donc ne jamais cesser de s'informer. Et dans un second temps, avoir confiance en soi. Et
aussi, forcément, de demander l'aide à Dieu, en fait. Enfin, parfois, on se sent pas légitime dans un endroit pour prendre la parole, etc. Forcément, il faut pas non plus, donner son avis à tout va sur des questions qui nous concernent peut-être pas, mais quand on sent qu'on a une pierre à ajouter à l'édifice, quand on sent que notre prise de parole pourrait être légitime, je pense que c'est important d'oser et puis ouais, d'oser et de prendre la parole sur les sujets qui nous semblent pertinents en fait, je pense que ce qui est important, c'est d'oser, comment dire, se battre pour ses idéaux quand ils sont nobles. Et c'est là où je dis ne pas oublier forcément toujours de demander à Dieu conseil, de demander à Allah, parce que dans une situation donnée, euh, c'est le seul qui sera toujours là pour nous épauler. Donc voilà, globalement, les conseils que je donnerais, je pense, aux personnes qui veulent s'inviter au débat. J'aurais une autre question avant qu'on passe à nos questions de Ramadan, Inch'Allah. Euh, Quelles sont, toi, en tant que jeune musulmane, quelles sont les difficultés que tu as pu rencontrer, que ce soit à l'école, que ce soit dans tes études supérieures, que ce soit dans ton métier, etc. Oui, tu m'as dit que tu avais choisi justement un métier où tu peux justement, qui donne sens à ta vie et qui te permet justement d'être qui tu es, tu vois. Mais justement, est-ce que tu as rencontré des difficultés en étant plus jeune, etc. Et comment tu les as surmontées? Ah oui, bah alors là, de toute façon, je pense que c'est impossible d'être une femme musulmane, en plus arabe, pour mon cas, qui ne rencontre aucune difficulté. Sinon, on vit dans un monde de bisounours. Moi, j'ai grandi dans la campagne, globalement, donc dans un endroit où il n'y avait pas d'arabes, il n'y avait pas de personnes non blanches de manière générale, en fait, il n'y avait que des blancs, et il n'y avait pas de musulmans. Et du coup, on était la première famille musulmane arabe, donc forcément, quand je suis rentrée à l'école primaire, j'étais un peu l'ovni, donc déjà des violences à cette époque-là, en fait, des violences racistes, bah oui, enfin seulement racistes en tout cas à l'époque. Donc dès cette époque-là, oui, on te fait comprendre que bah ta couleur de peau, elle est bizarre. Pourquoi est-ce que t'es aussi bronzé que ça? Pourquoi est-ce que ton prénom il est comme ça? Des profs qui ont du mal à prononcer mon nom de famille, qui est pourtant pas si compliqué, mais bon, forcément, quand c'est un nom de famille qui a pas une consonance très française, oulala, ça devient dur à lire. Euh, voilà, globalement, dans l'enfance. Donc, dès l'enfance, en fait, ça te fait comprendre que t'es pas forcément très légitime à être dans cet endroit, et peut-être même pas dans ce pays. Enfin, moi, on me demandait tout le temps, mais t'es né où? Et je dis en mode, mais je suis né genre là, et enfin vraiment la ville la plus proche, quoi, genre à 20 minutes. Et c'était en mode, non mais, enfin, ton vrai pays, c'est où? euh, ou alors on me posait des questions en mode, c'est bien l'Afrique? Et j'étais en mode, mais l'Afrique c'est un continent, enfin, tu sais, genre, qu'est-ce que tu me racontes? Et mais bon, enfin, tu vois ce genre de truc. Et donc voilà, ça remet déjà en tant qu'enfant ton identité, ton existence même en question, en mode ah donc peut-être que je suis moins bien qu'eux. Parce que tous semblent être d'accord sur le fait que je suis moins bien qu'eux. Donc si tout le monde le dit, peut-être que c'est vrai. Donc ce genre de début dans la vie qui te mettent bien, bien en jambes pour avoir pas trop d'estime de toi, qui atteignent bien ton amour propre. Et ensuite, en grandissant, les violences plus islamophobes que j'ai vécues, elles sont plutôt arrivées à l'âge adulte, enfin quand je faisais mes études supérieures, à partir du moment en fait où tu deviens une musulmane visible, donc qui porte un foulard, bah t'es très vite ramené à ta religion dans tout. Ce qui est fou, parce que par exemple, moi, donc en ayant grandi, comme je te le dis, dans un endroit assez blanc, j'avais quand même pas mal d'amis qui étaient ni musulmanes, ni arabes, ni quoi que ce soit. Et en fait, en grandissant, quand j'ai commencé à porter mon foulard, par exemple, et puis à en parler, et puis voilà, avoir un mode de vie de plus en plus religieux, entre guillemets, certaines, j'en ai une en particulier en tête, qui a pris ses distances, en fait, alors que c'était une de mes meilleures amies d'enfance, mais pas qui a pris ses distances parce que ce que moi je faisais la dérangeait,
mais plutôt parce que les clichés qu'elle avait en tête sur l'islam et les femmes musulmanes lui faisaient dire que j'allais devenir une personne extrémiste, dangereuse, etc., etc. Et ça a été une énorme violence. Enfin, je veux dire, quand t'as une proche, une personne aussi proche qu'une amie d'enfance qui te tourne le dos pour pour ce en quoi tu crois profondément, bah, c'est hyper violent. Surtout quand finalement ta personnalité reste la même. Comme je le disais, on est des femmes musulmanes, mais on est aussi des êtres humains à côté de ça. Donc ce genre de violence-là. Et ensuite, les dernières violences, comme toute femme musulmane qui veut travailler, que j'ai rencontrées, bah, c'est les violences au travail. Donc aujourd'hui, je travaille, alhamdoulilah, mais j'ai quand même mis assez longtemps à trouver du travail. Pour autant, j'ai un CV qui est assez bien. Enfin, je sais que c'est lié au foulard parce qu'en fait, quand t'envoies ton CV sans photo, on te répond assez vite, on est assez intéressé, etc. Puis tu fais l'entretien. Déjà, tu vois les yeux un peu écarquillés quand t'arrives avec ton foulard. Et puis, on te recontacte 2 semaines après ou 3 ou pas du tout et pour te dire bon finalement ça va pas le faire en te donnant pas trop d'indices sur la raison pour laquelle mais en même temps en te faisant comprendre que c'est pas tes compétences qui manquent mais voilà c'est autre chose enfin bref et ce genre de violence-là dans le monde du travail, je les ai rencontrées même après avoir commencé à travailler parce que, enfin, des personnes, enfin, des regards en coin, enfin, je crois que j'ai un peu, enfin, ouais, j'ai un peu compris en fait que finalement les violences islamophobes auxquelles on fait face il faut être prêt à les affronter parce qu'en fait, enfin, elles arriveront forcément à un moment ou à un autre. Je veux dire, par si on vit en autarcie ou alors si on si on sort jamais de chez soi, mais en tout cas en vivant en France, il faut être prêt à les affronter et aussi il faut être prêt à ne pas se laisser atteindre par ce genre de choses parce que malheureusement elles arrivent. Après c'est hyper légitime d'en être enfin d'être atteint par ce genre de violence parce que ce sont des violences mais mais voilà globalement c'est le genre de de discrimination islamophobe auquel et raciste auquel j'ai eu affaire moi. Je te comprends et tu as raison qu'il faut se préparer, surtout la jeunesse. Il faut vraiment, et là je parle aux parents qui ont des adolescentes, filles ou garçons aussi, mais il est important de les préparer en fait à ce type de violence et d'aussi comprendre les différents changements de comportement de nos enfants à cette période-là, parce qu'en fait, comme tu as dit, ils vivent une violence tellement forte à l'extérieur qu'ils ont besoin d'être soutenus aussi au sein de nos foyers. Du coup, Kala facilite par rapport à ça. Khlas, j'allais dire Khlas, les clichés, parce que tu as mis ça comme nom. Rania, j'ai une question. On est 10 ans dans le futur. Et la Rania qui est dans 10 ans dans le futur, elle te regarde là aujourd'hui en 2024. Qu'est-ce qu'elle te dirait? Oula. Euh, elle me dit, bah, j'espère qu'elle me dit que ça va, qu'elle est apaisée, que elle est heureuse, qu'on a continué à se battre pour ce en quoi on croyait, qu'on a accompli plein de choses, euh, que ouais, qu'on a essayé d'atteindre un peu nos objectifs pour. Enfin, je parle des objectifs professionnels, mais pas seulement, même les objectifs pour. Enfin, surtout d'ailleurs, nos objectifs pour la vie d'après, pour l'akhira. Donc, ouais, je pense que. J'espère qu'elle me dit que tout va bien, globalement. Alhamdoulilah. Et on finit avec notre dernière question. Quel est le verset qui t'inspire et qui te touche profondément? Alors, le verset qui m'inspire beaucoup, c'est un verset qui vient de la sourate Taha, euh, la sourate, donc la 20e sourate du Coran. Et en fait, c'est les deux versets, enfin les trois versets, pardon, de 25 à 28, c'est une doua que le prophète Moussa alayhi salam il prononce parce qu'en fait bon déjà ces trois versets m'ont toujours touché
J'ai découvert cette doua pendant mes études. Et, euh, et donc, je vais vous la lire en français. Pour les non-arabophones, c'est Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma mission, et dénoue un nœud en ma langue afin qu'ils comprennent mes paroles. Et en fait, il faut savoir que moi, j'étais quelqu'un de très, 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 très timide avant. Et pendant mes études, comme enfin, tout étudiant, j'ai eu beaucoup de moments où j'ai dû prendre la parole, etc. Et puis je me suis rendu compte que j'aimais ça. Je me suis investie de plus en plus, notamment dans des associations où il y avait de la prise de parole en public, etc. Mais c'est toujours un peu stressant. Et en fait, cette doua, elle demande littéralement à Dieu de dénouer un nœud dans ma langue et afin qu'il comprenne mes paroles. C'est une doua que Moussa alayhi salam, il prononce parce que j'ai appris ça assez récemment, mais c'était une personnalité assez timide et du coup, ça m'a beaucoup touchée qu'en fait, cette doha m'ait toujours fait du bien. Je l'ai toujours prononcée avant, avant même mes écrits, avant des moments où je devais prendre la parole, avant de commencer ce podcast, etc., etc. Enfin, je la prononce. Enfin, je l'ai écrite, je l'ai même écrite sur un petit papier qui est accroché au-dessus de mon bureau parce que du coup, vraiment, elle me guide. Et en fait, quand j'ai appris que elle avait été prononcée par Moussa, qui était aussi une personnalité timide, ça m'a beaucoup touchée et je me suis dit en fait je le savais pas, subhanallah. Et en fait, elle était là exactement pour ça. Donc voilà, c'est une doua et du coup 3 versets qui sont chers à mon cœur. Machallah, et c'est la dora qu'il faut faire lorsqu'on décide de prendre la parole avec nos enfants aussi ou quand on a un examen aussi. Ça facilite aussi cela et que on la conseille à dire aux mamans de la formation. Pourquoi? Parce que des fois, on est pris par les émotions, on est pris par la colère, le stress, etc. Et il est important en fait de mettre de la sagesse et de la conscience dans nos échanges. Et du coup, le fait de dire cette dua, ça permet justement de demander de l'aide vraiment à celui qui est capable de tout et de faire en sorte que ce qu'on va dire va être compris par celui à qui on communique cette parole-là. Du coup, barakallahu fik pour ce magnifique Ouais. qui, comme tu as dit, est une dua à prononcer à chaque fois, machallah, lorsqu'on décide de prendre la parole. Tamir, hélas, là, les clichés, on y va. J'ai envie de dire que ça comme prénom. Du coup, Rania, c'était un réel plaisir de faire ce podcast avec toi et de partager ce combat que je pense que toute femme musulmane mène à son échelle en termes de faire en sorte qu'on ait des modèles et qu'on ose participer au débat, justement. Et qu'on exprime à nos filles, comme à nos petites sœurs, comme à nos grandes sœurs aussi, qu'on a toute notre place au sein de la société et qu'on a beaucoup de choses à partager pour justement changer le monde de demain, Inch'Allah. Du coup, là aussi, pour toutes celles qui vont nous écouter, comme d'habitude, on vous dit bravo parce que vous avez écouté jusqu'à la fin, Machallah. On vous souhaite encore un excellent mois de Ramadan. C'était l'épisode 10. On vous remercie pour votre écoute et comme d'habitude, si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager, à donner de la force à Rania par rapport à son travail, Machallah, qu'elle fait sur son compte Classe des clichés. Allez voir ce qu'elle fait, partagez-le à vos filles pour que justement elles puissent voir d'autres modèles de femmes qui agissent parce que justement dans ton compte tu partages beaucoup de femmes qui ont justement agissent, se bougent, etc. Du coup c'est assez intéressant. Montrez ce compte à vos filles pour que justement les inspirer et leur faire prendre conscience que Allah a tracé pour elles aussi un magnifique avenir et qu'elles ne se bloquent pas vers des clichés qui ne sont pas les nôtres, Inch'Allah. Du coup, barakallahu fik et je te laisse le mot de la fin. Wafik Faraka, Mariama, pour l'invitation. Oui, merci beaucoup à toutes les personnes qui auront écouté jusque-là. Effectivement, n'hésitez pas à partager ce compte à vos filles parce que donc il y a beaucoup de personnes qui nous suivent qui sont un peu plus grandes, qui sont peut-être plus des ados. Enfin, statistiquement, on a moins d'ados qui nous suivent et je pense que c'est un compte qui peut vraiment les inspirer parce que c'est important, comme je le disais encore une fois, d'avoir des modèles. Et puis, je vous souhaite à tous un très bon Ramadan. N'oubliez pas d'oser. Et puis, ce que j'aime rappeler aussi, c'est que tout est possible avec l'aide d'Allah. Donc, ne vous limitez pas dans vos doigts et osez entreprendre tout ce que vous voulez. Et Inch'Allah, avec l'aide de Dieu, si c'est une bénédiction, ça se produira. Amin, amin. Barakallahu fik,
Ania, et je te souhaite un très bon ramadan et à très vite, Inch'Allah, sur ton compte. Inch'Allah. Salam À alaikum. bientôt. Alaykoum salam.